sonore est sensible. J'ai le pouvoir de Cédric Goutte et celui de Julien Vic. Walter Kurzmann l'a donné à Pascal Hubert. Lucien Vetch à Jean-Luc Baul. Amandine Lavoisier-Merlet. S'il vous plaît, je demande le silence. La séance a débuté. Merci. Donc, je disais qu'Amandine Lavoisier-Merlet l'avait donné à Béatrice Agamemnon, Caroline Audouy à Patrick Thiel, Pauline Schlosser à Sébastien Marx, Blaise Tafner à Jacqueline Schneider, Stanislas Miarowski à Dominique Strebli, Martine Nicolas à Anne-Frisch Renard, Guy Reiss à Laurent Dapp, Sylvie Roux à François Armand, qui est son suppléant, Yamuna Belkala à Erfan Chouika, Vincent Dieudonné à Jean-Louis Ballarini, Jean-Louis, Michel Torlotin à Yves Dieudonné, François Henrion à Bertrand Duval, Bernard Staude à Féric Buran, Hervé Niel à Jean-Marie Nicolas, Isabelle Viala à Califé. Sont également accusés Boabdel Attari, Philippe Manzano, Armel Huet, Gertrude Gokal-Diop, Fatia Ada, Laurence Mollet-Vert, qui donne son pouvoir à Isabelle Lux, arrivera en retard Béatrice Agamemnon, Éric Lucas donne pouvoir à Julien Husson, Odile Jacob-Varlet à Martine Nicolas, et Emmanuel Brocard arrivera en retard. Voilà ce que j'ai comme mot d'excuse. Il s'est planté. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je crois qu'Odile Jacob, c'est à Martine Michel, Monsieur le Président. Mais bon, attendez. Odile, on en avait discuté avec Odile. Je préfère que ça soit à Martine juste. Michel. Oui, voilà, c'est ça. Tu avais dit Martine Nicolas, Président. Ah, mais oui, bon, oui, voilà. Je suis trompé de Martine, excusez-moi. C'était une Martine, en tout cas. Bon, donc à Martine Michel. Bon, je vous propose de désigner Pascal Gauthier, secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition. Et donc, nous passons au point numéro 1 de l'ordre du jour, la modification du règlement d'attribution et de gestion des fonds de concours. Donc, la parole est à Thierry Horry. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce point, il y a deux motions. La modification du règlement d'attribution de gestion des fonds de concours et également l'affectation dans le cadre de l'attribution d'une première tranche des affectations d'autorisation de programme. Pour faire simple, dans cette proposition, c'est d'abord que les fonds de concours soient encore plus simplifiés, avec notamment la possibilité de faire les délibérations donc, après la mise en place de ces fonds de concours, et puis que ces fonds de concours puissent cette année passer de 100 à 120 000 euros donc pour chaque commune. Ça, c'est pour la motion 1. Et pour la motion 2, il s'agit de 18 dossiers qui ont été donc vus et acceptés par la commission ad hoc des fonds de concours. Voilà les deux points essentiels du point fonds de concours. Bien, y a-t-il des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc on passe au point numéro 2, la tarification de la billetterie à l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole. Donc la parole est à Monsieur Patrick Thiel. Le micro. Alors c'est peut-être qu'il est trop bas, non? Non. Mais ça va. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Technique. Bien, alors, à propos de l'Opéra-Théâtre et de ses tarifs, il vous est proposé de maintenir les tarifs de l'Opéra-Théâtre en cette saison, enfin la saison prochaine, donc 2022-2023, sauf que nous allons diminuer les tarifs de 10 à 30% pour les personnes qui ont un handicap et 50% pour ceux qui ont un handicap, ou qui... Nous avons expérimenté cette année l'audio-description, c'est quand même à souligner pour la première fois.
nous avons les spectacles en audio-description et on estime quand même que comme les personnes par définition ne voient pas, eh bien on permet d'appliquer un tarif à 50% du tarif normal. Et puis enfin, comme ça avait été souligné, pour ce qui est des classes qui sont accueillies à l'Opéra-Théâtre avec un livre offert pour les élèves, de fixer à 30 € en harmonisation avec ce que nous faisons au musée de la Cour d'Or. Et dans la motion, vous avez en annexe l'application de tous les tarifs. Le tarif le plus élevé, je le signale, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire pour les spectacles les plus lourds, les plus beaux, je ne sais pas, mais en tous les cas, ceux qui réclament le maximum de moyens, et en étant dans les classes, les fauteuils de première classe, 55 €. Mais il faut savoir aussi que le tarif minimum est de 15 €. Voilà. Ce qui est soumis à votre approbation et qui avait été accepté à la fois par la commission et par le bureau. Merci. Merci, Monsieur Thiel. Y a-t-il des questions, des commentaires? Monsieur Taucher. Monsieur le Président, chers collègues, merci. Alors on va s'abstenir sur ce point. Bien entendu, on est tout à fait en soutien complet à toutes les actions qui favorisent l'accessibilité de tous les publics. Et on peut d'ailleurs saluer le gros travail qui est mené sur l'audiodescription, ainsi que la réduction pour les personnes munies d'une carte d'invalidité. Patrick Thiel vient de le rappeler. Simplement, c'est le début de cette motion qui nous pose question. Un tarif de 30 € sera ainsi désormais fixé pour la visite de classe à l'Opéra-Théâtre, là où ces visites étaient jusque-là gratuites. Il est dommage qu'une classe ou une autre soit découragée par une somme, même modique, pour franchir les portes de l'Opéra pour une visite. On parle ici de cohérence avec le musée de la Cour d'Or, certes, mais les visites sont quand même l'activité principale avec la conservation du musée. On parle ici de visiter une salle de spectacle, certes magnifique, et ses ateliers, mais je ne crois pas que la cité musicale fasse payer les visites de ces salles qui pourtant valent aussi le détour. Vous allez me dire 30 €, c'est pas grand-chose, et qu'on offre un livre sur l'Opéra-Théâtre en prime. S'il s'agissait de récupérer quelques fonds, je pense que nous aurions été plus enclins à voter une légère augmentation des tarifs pleins. Mais je crois que ce n'est pas vraiment l'objet ici, de récupérer des fonds. La somme peut paraître symbolique, et je m'interroge donc à nouveau avec vous, est-ce que ce symbole envoyé est le bon? Je vous remercie. Je laisse M. Thiel vous répondre à nouveau, puisqu'il me semble avoir déjà entendu cette question. Oui. Enfin, aujourd'hui, on est plus dans l'objet qu'on l'était au conseil municipal. Oui, cette question c'était un cavalier au conseil municipal. Là, exactement. C'est dans l'ordre du jour. Donc, je me permets d'y répondre complètement, si j'ose dire. Premièrement, il ne s'agit pas de simple visite des salles de l'opéra, mais bien d'une action complètement pédagogique. Ensuite, ce n'est pas un tarif qui s'applique par les élèves, vous l'avez bien compris, c'est pour toute la classe. Et pourquoi il y a une tarification? Parce que, bien entendu, toutes les classes sont les bienvenues et il appartient aux communes, je dirais, d'aider pour les écoles, au département d'aider éventuellement pour les collèges et à la région d'aider éventuellement pour les lycées. Donc, ensuite, effectivement, vous êtes favorable, ça correspond, je dirais, à l'idéologie, c'est normal, à l'augmentation des tarifs qui sont les plus hauts, sans doute en visant, mais nous ne sommes pas favorables, justement, pour deux raisons. C'est que les salles de spectacle en général, et ça vaut même pour le cinéma, ont aujourd'hui des difficultés à retrouver son public, et c'est d'autant plus vrai que c'est difficile pour les abonnements. C'est-à-dire, on voit bien qu'on a du mal à retrouver le public dans les salles de cinéma, dans les salles de spectacle, dans les concerts, mais on le retrouve quand même partiellement, Dieu merci, au moins pour les 4/5e. Mais en revanche, les gens ont du mal dans cette période qui n'est même pas encore post-Covid à se projeter dans l'avenir. Et ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les abonnés. Les abonnés qui font évidemment notre trésorerie puisqu'ils s'engagent pour toute une saison, certes à des tarifs moindres, mais aujourd'hui les gens sont beaucoup plus sourcilleux et prudent, je dirais, par rapport à la situation qu'on vient de connaître. C'est pour ça qu'il vous est proposé justement le maintien des tarifs, alors qu'habituellement, tous les 2-3 ans, on peut proposer une augmentation des tarifs, ce qu'on ne manquera peut-être pas de faire d'ailleurs l'année prochaine.
Oui, merci. Merci, Monsieur Thiel. Je pense effectivement, vous avez bien fait de rappeler qu'on offre un ouvrage, y compris aux classes qui ne sont pas de l'Eurométropole de Metz, alors que lorsque nous organisons des visites scolaires dans d'autres communes, dans d'autres intercommunalités, il y a souvent des participations qui sont demandées. Les sorties scolaires ont un coût et les autres EPCI, autres communes ont l'habitude de faire partager le coût parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas tort, qu'elles n'ont pas forcément vocation à payer pour les scolaires qui ne sont pas les leurs, quoi. Et donc je crois qu'il n'y a rien d'illégitime à ce qu'on demande et je doute fort que pour un montant aussi modique que ça puisse dissuader une seule classe de venir. Bon, sur ce, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. C'est adopté. Alors, nous passons au point numéro 3, le tarif de l'aire de grand passage définitive. Donc, je donne la parole à Monsieur Strebli. Merci, Président. Chers collègues, donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'Eurométropole a choisi de se mettre en règle avec le schéma départemental des gens du voyage pour la période 2017-2023. Donc la collectivité a donc aménagé une aire de grand passage définitive sur Moulins-les-Metz à la zone de Tordebied. Il faut savoir que les aires de grand passage sont par définition destinées aux groupes de caravanes de 50 à 200 caravanes pour une durée maximum de 15 jours et de mai à septembre. Un décret de mars 2019 précise notamment les règles de conception des aires, le contenu du règlement intérieur ainsi que le calcul de la tarification. Donc c'est dans ce sens que je prends la parole là maintenant devant vous. Ce décret précise que la tarification est calculée par rapport aux caravanes double essieu qui sont présentes sur le site. Donc, et le PCI peut également exiger un versement de dépôt de garantie également par le nombre de caravanes double essieu. Donc il faut savoir que bon, lorsqu'un groupe arrive, il est difficile de connaître le nombre de caravanes qui sont présentes, qui viennent s'installer sur l'aire. Il y a souvent des caravanes qui se rajoutent dans les groupes à la dernière minute. Et il est également difficile de déterminer le montant de la caution. Et une fois que les caravanes sont installées, de remettre les comptes à jour. Donc ça pose toujours des petits problèmes. C'est pourquoi nous vous proposons de définir un tarif par tranche de caravane double essieu. Donc le tarif vous a été communiqué. Donc pour information, un groupe inférieur à 30 caravanes double essieu pour une semaine, droit de place, fluide, collecte d'ordures ménagères. Le montant s'élève à 750 € et le dépôt de garantie est du même montant. Pour information, il faut savoir que les tarifs pratiqués en 2009 sur l'Eurométropole étaient de 20 € par famille, quel que soit le nombre de caravanes. Les tarifs proposés actuellement font suite à un benchmark qui s'est fait au niveau national. Nous sommes dans la moyenne nationale, avec un tarif de 25 € par caravane double essieu. Donc il faut savoir qu'exactement, les gens sont installés sur une installation neuve, fonctionnelle, et dans un environnement décent. Voilà, les commissions consultées, commission du logement, commission ressources et stratégie. Donc la motion est en conséquence. Merci, Monsieur Strebli. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, alors Monsieur Marchetti. Il y a seulement Monsieur Marchetti. Allez-y, Monsieur Marchetti. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Vous nous proposez aujourd'hui au vote les tarifs de l'aire de grand passage, le règlement de l'aire ayant lui déjà été adopté en bureau. J'en profite pour signaler que j'aurais trouvé cohérent peut-être de nous faire délibérer ensemble sur les tarifs et le règlement. La répartition précise entre ce qui relève du bureau et ce qui relève du conseil m'échappant parfois un peu, je l'avoue. Quoi qu'il en soit,
La réalisation du schéma départemental 2017-2023 commence à être mise en œuvre dans les faits dans notre métropole, 1 an avant son échéance, plus de 20 ans après la loi Besson sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Les travaux de l'aire d'accueil de Marly avancent, ceux du Technopole sont moins rapides mais pourraient aboutir en septembre. Mettre notre collectivité en conformité avec la loi, c'est le minimum, mais c'est aussi ce qui n'était pas fait jusqu'ici. Dont acte, c'est un nouveau pas réel, significatif, dans la bonne direction, et je vous en remercie. Nous avons eu des échanges en commission que j'ai trouvés assez francs, peut-être parce qu'ils étaient éloignés du théâtre de ce conseil, où certains n'ont pas hésité à parler de fléau pour désigner les gens du voyage. De ces échanges, il ressort tout de même, à mon sens, que la première motivation de la réalisation de ces aires d'accueil est de pouvoir solliciter l'intervention du préfet dès que des occupations illicites auraient lieu à nouveau. C'est l'article 9 de la loi Besson qui mettait en place cette espèce de levier, cette espèce de carotte pour encourager des constructions d'aires qui n'avançaient pas. En somme, le prix des travaux de ces aires, ce n'est plus tellement le prix de la construction de l'aire, le prix de l'accueil, c'est le prix qu'on est prêt à payer pour avoir les gendarmes plus rapidement. Alors je crois qu'il est important quand même de rappeler que la loi Besson est d'abord une loi d'accueil et que le premier réflexe doit encore toujours être celui de l'accueil, quelles que soient les difficultés que je ne nie pas. Je ne dis pas ça simplement par principe. Je le dis aussi par souci de paix publique. Parce que je crois que le réflexe répressif ou automatique porte en lui le risque d'une impasse et derrière, au final, potentiellement, toujours de la violence. Et parce que je n'oublie pas les propos de M. Duval, qui parlait en septembre 2020, je le cite, de cette dramatique affaire qui un jour va finir par laisser quelqu'un sur le carreau. Je dis cela d'autant plus que, comme beaucoup de maires, je ne sais pas si la réalisation des aires mettra réellement fin aux occupations illicites. Comme vous, je le souhaite, mais je ne le sais pas. Or, je pense que la seule manière d'avancer dans ce sens, ce n'est pas d'agiter sans cesse le bâton, mais au contraire toujours de laisser ouvert le dialogue et de chercher à comprendre. De ce point de vue, je crois qu'on n'y est pas encore. Il n'y a pas de discussion réelle avec les gens du voyage, pas de représentativité claire non plus à mon sens. Un des pasteurs, par exemple, qui était notre interlocuteur, semble en retrait aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est simple d'avoir cette représentativité, c'est même très compliqué, mais je crois que c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Et que s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cet espace de discussion, je pense que d'ailleurs la commission départementale de suivi n'est pas suffisante ou pas assez impliquée peut-être, je ne sais pas. Je le dis aux maires, vous risquez de vous retrouver à nouveau dans les mêmes situations. Parce que les gendarmes vont peut-être expulser les gens du voyage, mais qu'ils iront juste ailleurs. Et donc, si les besoins des gens du voyage, pour beaucoup issus de la région Messine, sont aussi des terrains familiaux à louer, je pense qu'il faut savoir l'entendre aussi dans l'intérêt de tous. Pour finir, et concernant plus directement l'aire de grand passage, j'y suis donc passé la semaine dernière pour voir, autant qu'on puisse voir de l'extérieur, le résultat des travaux. Vous le savez, c'était un terrain militaire, entouré de murs, surmonté de barbelés. Il se trouve que j'avais signalé ces barbelés au service de la métropole en septembre dernier, avant les travaux, il y a donc 8 mois, demandant expressément l'assurance qu'ils soient retirés pendant les travaux d'aménagement. Les travaux sont finis, l'aire est prête à être ouverte, les tarifs soumis au vote, les barbelés sont toujours là. Alors je sais bien les discours que l'on tient sur les gens du voyage, j'en ai parlé plus tôt, mais pour ma part, je ne peux pas voter les tarifs d'un équipement destiné à accueillir de manière passagère des êtres humains tant qu'il sera entouré de barbelés. Et de même, je n'accepterai de faire un débat sur le montant des tarifs qu'une fois ce préalable assuré. Et j'en appelle à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, chers collègues, sur l'importance de ce principe. Merci. Bien, écoutez, on voit toujours votre discours. Bertrand Duval, puisqu'il a été cité. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole, effectivement. Ah oui, j'ai été cité, oui.
Mais bon, j'ai l'habitude que M. Marchetti me donne des leçons, puisqu'il me donne des leçons sur la voirie, il me donne des leçons sur les espaces publics, il me donne des leçons sur les gens du voyage. C'est compliqué, les gens du voyage. Hein. Alors, je suis comme vous, M. Marchetti, moi j'espère que cette régularisation que nous n'avions pas va permettre de solutionner tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la métropole. Et encore une fois, il faut en remercier M. le Président d'avoir débloqué des capitaux pour que nous puissions nous mettre en conformité. Sauf que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Parce que la dernière fois qu'il y a eu une occupation illégale de terrains mi-privés, mi-communaux sur le territoire, il y avait des places qui étaient disponibles sur d'autres aires. Donc, on a proposé, bien entendu, aux gens du voyage qu'ils puissent se rendre sur les autres aires pour avoir un accueil tout à fait digne et tout à fait correct, ce qui se fait tout naturellement, et ce pour lequel je suis tout à fait en accord avec vous. Le souci, la problématique, c'est qu'ils ont refusé d'aller sur ces aires. Donc, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand on parle de choses qu'on ne connaît pas forcément, on est amené donc à donner des informations. Alors, je ne sais pas ce que vous espérez au sein de cette assemblée, mais forcément, vous expliquez un certain nombre de choses, mais on voit manifestement que vous ne connaissez pas le problème. Alors, j'espère que nous n'aurons plus, sur l'aire de la métropole, enfin sur le territoire de la métropole, à voir ce genre de choses, voir ce genre de débordement. Toujours est-il que, comme je vous l'ai déjà proposé à maintes reprises, je me ferai un plaisir de vous faire rencontrer les gens du voyage que manifestement vous n'avez jamais rencontrés et qui, de temps en temps, ça chauffe, M. Marchetti, ça ne se fait pas comme ça. Et quand on vient prendre la propriété privée de quelqu'un, je ne sais pas qui est responsable. Est-ce que c'est la personne qui est propriétaire et dont le terrain est occupé illicitement, ou est-ce que ce sont les gens du voyage qui viennent et qui occupent ce terrain? Je ne sais pas qui est le plus à réprimer, à répréhender. Donc la prochaine fois qu'il y aura un souci comme ça, je vous l'avais déjà proposé, j'espère que je vais vous voir revenir sur le terrain. Ah, vous faites non? Allez, c'est facile, là. Voilà, c'était juste quelque chose quand même qu'il faut remettre en circonstance avec les événements, parce que venir ici au micro expliquer un certain nombre de choses, c'est un peu trop facile, quoi. On n'est pas... C'est pas un monde de bisounours dans lequel on vit, M. Marchetti. Voilà, Monsieur le Président, merci. Merci, M. Duvan. Je donne la parole à M. Baule. Oui, je me permets de prendre la parole et je vous remercie pour simplement dire que la loi doit être la même pour tous et cela suggère qu'il faille avoir des droits, certes, mais aussi des obligations. Et cela, évidemment, inclut le fait qu'il faille aussi à la fois respecter la parole donnée et respecter les espaces publics et les riverains. Lorsque vous avez cité M. Duval qui parlait de laisser quelqu'un sur le carreau, eh bien moi, je veux apporter mon témoignage. Lorsque j'étais président de la métropole, on avait tout fait d'ailleurs pour essayer d'entrer dans les clous de la loi. Non pas parce que c'était pour se donner bonne conscience ou parce que c'était pour pouvoir faire intervenir les gendarmes, mais c'était parce que c'est la loi, et la loi, elle est la même pour tous, pour nous aussi. Et donc, nous avons, les uns les autres, fait les aires qui étaient nécessaires, et il nous manquait en effet encore cette aire de grand passage. Mais il y a eu des entrées illicites sur des aires que nous avions organisées de façon provisoire, et c'était sur la petite Voèvre à l'époque. Et à cet égard, j'avais indiqué au pasteur en question que c'était dangereux et qu'il ne fallait pas s'y installer. J'ai eu l'occasion également d'aller sur Marly, d'ailleurs, sur le plateau de Frascati, pour indiquer, j'étais tout seul au milieu de pas mal de gens assez musclés, pour leur expliquer que ce n'était pas une bonne idée et qu'il ne fallait pas prendre l'eau ni l'électricité dans ces conditions-là, que ça pouvait être très dangereux. Et puis quelqu'un, un jour, m'a rapporté que une entrée illicite sur l'ancienne aire d'accueil provisoire de la Petite Voèvre avait été faite et que une personne a été, en ouvrant de façon, comment dirais-je, par effraction, une armoire électrique, a été projetée en arrière et s'est cassé, la clavicule. Donc ça aurait pu être beaucoup plus grave, bien entendu. Et là, en effet, on aurait pu trouver
qu'on aurait pu avoir donc une solution extrêmement, enfin des résultats extrêmement tragiques à ce moment-là. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment que chacun soit conscient des responsabilités des uns et des autres. Je crois que c'est pas une question de générosité, c'est une question de respect, encore une fois, des règlements. C'est ce que nous avons essayé de faire, mais c'est très difficile de le faire comprendre aux uns et aux autres. Donc voilà, je veux simplement dire que pour ma part, je me réjouis que nous ayons pu trouver, c'est un site que nous avions fléché depuis en effet un certain nombre d'années, ça n'a pas été très simple, non seulement avec les gens du voyage, parce que lorsqu'il y avait cette aire provisoire sur cet endroit-là, il y avait y compris une profanation d'une ancienne chapelle, des plaques d'égout qui avaient été volées, enfin bref, il y a eu pas mal de choses qui ont été commises. Néanmoins, et je n'accuse personne, mais je constate simplement que ça pouvait occasionner donc des problèmes par ailleurs. Et puis donc il fallait aussi faire comprendre aux riverains et notamment aux commerçants que que ce sont des gens qui ont besoin d'être hébergés et qu'il nous appartient, lors des grands passages en particulier, de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons fait dans les aires donc communales qui sont devenues intercommunales. Donc notamment, par exemple, celle que je connais le mieux, celle de Marly-Montigny. Voilà. Merci, Monsieur Baule. Je voudrais d'abord dire à Monsieur Marchetti que, effectivement, nous respectons la loi. Et que pendant 12 ans, ça n'a pas été le cas de la ville de Metz, qui n'a pas réalisé la deuxième aire de stationnement qu'elle devait réaliser. Bon, et alors même que la métropole s'était mise en règle, et je rappelle que nous avions une aire de grand passage, et ça relevait de ma délégation lorsque j'étais dans l'exécutif de la métropole jusqu'en 2017. Après, c'est Lucien Vetch, je crois, qui a eu cette délégation. Et que la métropole n'a plus été en conformité, simplement quand la ville de Metz a demandé que nous vendions en fait à Mercedes le terrain qui servait d'aire de grand passage. Donc oui, nous nous mettons en conformité. Bon, et la précédente municipalité, je le redis, pendant 12 ans, ne l'a pas été. Bon, donc j'ai du mal à recevoir des leçons de ceux qui, en plus, ne respectent pas la loi et ne respectaient pas là les droits des gens du voyage. Ensuite, on respecte les droits, mais on veut aussi que les devoirs soient assumés. Et effectivement, je compte être extrêmement ferme dans les exigences de respect de ces devoirs. Je sais trop bien, pour m'être occupé de ce dossier pendant de longues années, aller moi-même sur le terrain, imposer, organiser, demander des comptes aux gens du voyage qui s'installaient, constater moi-même les dégâts qui pouvaient être faits, constater moi-même que la parole n'était pas tenue, constater moi-même que des équipements étaient dégradés, constater moi-même que même les équipements d'hygiène n'étaient pas utilisés et qu'on récupérait des quantités incroyables d'excréments humains sur les sites qui étaient ainsi pollués. Donc, comme Bertrand Duval, il faut avoir été confronté à cette difficulté pour pouvoir en parler. C'est trop facile d'avoir une approche strictement idéologique, littéraire de ce sujet. Moi-même qui étais maire d'une ville d'une infinie diversité, je connais aussi la richesse de la diversité, celle de l'altérité, mais quand on est devant sur ces situations, on touche aux limites de la pédagogie de la diversité et de l'altérité. C'est jamais respecter d'autres que d'occuper les propriétés d'autrui, d'y déposer même des excréments humains, de repartir en faisant des dégâts, et nous constatons cela même quand il y a des aires d'accueil qui sont en capacité. Combien de fois on voit aussi des groupes de gens du voyage refuser
de cohabiter avec d'autres dans des aires où il y a pourtant de la place. C'est comme si quelqu'un refusait un logement social au motif qu'il y a une autre famille, d'une autre religion ou d'une autre origine nationale ou ethnique qui soit dans la même cage d'entrée. C'est des réalités humaines auxquelles nous sommes régulièrement confrontés et je pense que nous devons très fermement faire respecter les obligations, les devoirs, dès lors que nous nous mettons en situation eh bien, de garantir effectivement les droits. Ce que nous investissons, c'est tout de même 4,5 millions d'euros sur le PPI. C'est pas rien. Regardez par rapport à toutes les autres dépenses que nous pouvons engager. Donc, pour se mettre en conformité avec la loi et donner des capacités d'accueil. Chacun doit pouvoir avoir la liberté de son mode de vie, mais moi je regrette même que la loi, ou surtout les décrets, surtout la mise en œuvre administrative, finalement n'oblige pas simplement les collectivités à offrir des possibilités d'accueil, mais mettre le coût économique à la charge des sédentaires. Parce que jamais la loi a écrit que c'est les sédentaires qui devaient payer le choix de non-sédentaires. Et dans les tarifs que nous fixons, nous sommes très très loin du coût réel des aires de stationnement de gens du voyage. Et quand on dit à l'État que les montants sont nettement insuffisants, l'État nous répond « ouais, mais enfin, faites pas plus parce que les gens du voyage n'ont pas d'APL ». Mais je vais dire, pourquoi aussi est-ce qu'ils n'ont pas d'APL? Est-ce que c'est aux collectivités de prendre en charge le coût de personnes qui n'habitent même pas là et qui viennent, et dont, mais par contre, qui relèvent de la communauté nationale et dont les allocations familiales ne prennent pas en charge et le mettre à la nôtre. Chaque occupation illicite, la dernière d'ailleurs, toute récente, sur le parc des Expos, a coûté 60 000 euros à GL Events, quoi. Et donc, je le dis, autant nous nous mettrons en conformité. Nous avons toujours été dans le dialogue. C'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas laisser dire que nous ne serions pas dans le dialogue. Mais être dans le dialogue, c'est pas tout accepter. Et à partir du moment où il y a des infractions, à partir du moment où il y a même des stationnements irréguliers, surtout s'il y a de la place ailleurs, eh bien, je suis désolé, à ce moment-là, il y a la coercition, comme il y a pour tous les autres citoyens. Il y a une voiture mal garée, vous nous le demanderez nous-mêmes, à Metz, de faire emmener la fourrière sur des voitures qui sont mal stationnées ou de verbaliser les voitures en mauvais stationnement. Eh bien, quand on a des gens du voyage qui s'installent sur la propriété d'autrui, qui s'installent autrement du domaine public à des endroits qui ne sont pas prévus à cet effet, ce n'est pas les stigmatiser que de dire qu'ils sont aussi verbalisés, qu'on met en œuvre les moyens de coercition comme on le ferait pour les autres. En tout cas, voilà notre état d'esprit. J'espère bien qu'à partir du moment où ces aires seront réalisées, eh bien, tous les groupes de gens de voyage iront d'eux-mêmes dans les aires qui sont destinées à les accueillir, et s'ils décident de s'installer ailleurs, eh bien, à ce moment-là, nous utilisons tous les moyens de coercition possibles. Voilà ce que je voulais vous dire, et maintenant je vous propose de passer au vote. Quant au barbelés, je ne fais pas de la caricature, c'est un terrain militaire, et vous n'avez jamais protesté quand les barbelés entouraient les militaires. Bon, là, les barbelés n'ont pas vocation à rester, simplement, effectivement, on est en finition de travaux. C'est pas complètement fini, je regrette. Si c'est ça qui doit vous empêcher de voter pour les tarifs, vous aurez tort, parce que vous verrez qu'on enlèvera les barbelés avant que ce soit terminé. Mais je dis, les barbelés, ils ont été installés pour les militaires, pas pour les gens du voyage. Voilà. Bon, donc, sur ce, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 9. D'accord. Et les autres votent pour. Je vous remercie. Alors, point numéro 4 va traiter de l'OPH, dans lequel je siège. Siègent aussi Frédéric Navot, Anne-Friche Renard, Cédric Goutte, Lucien Vetch, Nathalie Costerles, Salvatore Tabonne et Ferit Buran. Donc, nous allons quitter la salle pour ce point et je laisse la présidence à monsieur le premier vice-président. Bien, merci. J'attends que... Voilà, pour les raisons inhérentes à
à la loi sur le conflit d'intérêts potentiel. Donc, le point va être présenté par Doan Tran, donc concernant le traité de fusion entre OPH, Metz Métropole et Metz Habitat, et la SEM Eurométropole Metz Habitat. Merci, Monsieur le Premier vice-président, chers collègues. Je suis désolée, j'ai enroué. Alors, nous avons créé par délibération du mois de septembre l'année dernière la Société d'économie mixte d'Eurométropole, et la SEM a été agréée entre-temps. Aujourd'hui, nous allons franchir la dernière étape du processus, à savoir l'approbation du traité de fusion entre l'OPH Metz Métropole et la SEM Eurométropole Metz Habitat. Pour rappel, cette opération répond à la volonté de la métropole de disposer des moyens financiers nécessaires pour faire face aux enjeux de la rénovation du parc. En effet, Adestia, qui est filiale du groupe CDC, apporte 35 millions d'euros au capital de la nouvelle structure. Pour être concise, je vais donc présenter les impacts de la fusion dans les 3 domaines, à savoir le capital, la gouvernance et sur le personnel. L'impact de la fusion sur le capital, dont la SEM prend la forme de société anonyme, constituée par 2 actionnaires, Metz Métropole et la société Adestia. Le montant initial du capital de la SEM, inscrit dans les statuts, est fixé à 225 000 euros. La valeur nominale des actions est de 225 euros, donc soit 1000 actions. La répartition au stade de la création est la suivante. Metz Métropole dispose de 800 actions, la société Adestia dispose de 200 actions. Après la fusion, le patrimoine de l'OPH sera versé à la société et en contrepartie, l'Eurométropole de Metz, collectivité de rattachement de l'OPH, recevra les actions émises par la SEM Eurométropole. Du coup, après la fusion, le capital souscrit par l'Eurométropole de Metz est de l'ordre de 143 742 150 je répète, 143 742 150 euros, donc pour le capital souscrit par Eurométropole. Et le capital total s'élève à 178 955 550 euros. La répartition est la même, 80% pour l'Eurométropole et 20% pour la SEM Adestia. L'impact sur la gouvernance. Donc, lors de la création de la SEM, un pacte d'actionnaires a été conclu entre l'Eurométropole de Metz et la société Adestia. Les statuts du pacte d'actionnaires prévoient donc, il en résulte, après la fusion, 18 administrateurs, 16 administrateurs composés de 14 par Metz Métropole, 2 par Adestia et 2 seront ajoutés pour les représentants des locataires. Donc je répète, 18 administrateurs, 14 pour Metz Métropole, 2 pour Adestia et 2 qui représenteraient donc les locataires. Troisième domaine, l'impact sur le personnel. Le comité social et économique de l'OPH a été saisi et ce dernier a rendu un avis favorable le mois de novembre dernier. De ce fait, il est prévu la création de 22 postes correspondant aux emplois occupés à ce jour. Cette création de postes permettra la mutation au sein de l'Eurométropole des personnels volontaires n'ayant pas opté au préalable pour un recrutement par la SEM sous contrat de droit privé. Dès leur transfert, les agents concernés seront automatiquement détachés auprès de la SEM et n'intégreront pas les services de l'Eurométropole. Les postes créés seront donc supprimés au lendemain de ces détachements. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces agents conserveront ainsi leur statut de fonctionnaires territoriaux. La position du détachement les placera hors de leur cadre d'emploi d'origine,
mais leur permettra de conserver leurs droits à leur avancement et leur retraite, conformément aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 relatif au positionnement des détachements de disponibilité de congés parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. Donc j'ai fini mon exposé et les motions sont en conséquence. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet effort au niveau des cordes vocales. Y a-t-il des interventions? Alors, Monsieur Marchetti, ensuite Madame Grellet. Monsieur le Premier vice-président, chers collègues, nous avons déjà en septembre dernier fait part de certaines réserves sur l'entrée d'Adestia au capital de l'OPH. S'il semble que les interrogations relatives aux droits des fonctionnaires soient levées, c'est l'objet du dispositif de détachement qui est mis en place avec Metz Métropole, le CSE rappelle toutefois la très grande inquiétude des salariés, dont l'angoisse et l'anxiété ont été largement alimentées par le projet de fusion et les craintes de suppression d'emplois. Le CSE rappelle aussi qu'aucun dispositif de suivi des risques psychosociaux spécifiques à ce projet de fusion n'a été mis en place et il critique l'absence d'anticipation des conséquences du projet sur les salariés. Notre deuxième réserve portait et porte toujours sur le niveau d'investissement de notre collectivité. L'intérêt de tous, c'est que la rénovation du patrimoine de l'OPH soit conduite le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, l'apport des 35 millions d'euros d'Adestia est un plus, c'est indéniable, qui a permis de réviser l'ampleur du plan stratégique de patrimoine et d'augmenter les investissements prévus de 85 millions d'euros. Mais quid de Metz Métropole, monsieur le Premier vice-président? À votre arrivée, alors ça s'adressait à quelqu'un d'autre, mais enfin presque, vous citiez, à qui voulait l'entendre Jean-Michel Toulouse, qui parlait à l'époque de 10 millions d'euros. Depuis, notre collectivité a recapitalisé à hauteur de 2 millions d'euros seulement. Et l'apport de la Caisse des dépôts semble évincer en fait toute nécessité de complément budgétaire de la part de Metz Métropole. Je crois que c'est une erreur. Je rappelle à nouveau qu'avec le plan prévu, nous aurons encore en 2028 30 logements en catégorie F, 181 en catégorie E et que quasiment la moitié du parc sera encore en catégorie D. Si 1 million d'euros de capital d'Adestia a un effet levier de 2 millions d'euros d'investissement, ce serait la même chose pour un apport de Metz Métropole qui permettrait des investissements supplémentaires, par exemple en rénovation énergétique. Nous avons, je pense, largement les moyens d'apporter ces sommes à notre OPH pour son patrimoine, pour le portefeuille des locataires et pour l'environnement. Et plus le prix du gaz augmente, plus le besoin en est criant pour les habitants et plus le retour sur investissement sera rapide. En d'autres termes, je crois que le plan stratégique de patrimoine doit aussi s'adapter à l'évolution du prix de l'énergie, au contexte international qui peut mettre en péril notre approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain, et bien sûr aux priorités sociales aux fins de mois des habitants. Nous appelons donc à réviser le PSP de l'OPH et pour cela à accroître fortement la recapitalisation publique, maigrement engagée au budget supplémentaire 2020, lorsque ces préoccupations énergétiques n'étaient pas encore au niveau qu'elles ont atteint cette année. Je vous remercie. Merci, Madame Grellet. Elle passe à gauche. Non. Vaut mieux aller à droite. Ah bah c'est au fond. Ah ça y est, c'est bon. C'est un micro de gauche, donc... Vous voyez, je voulais pratiquer l'alternance et la technique m'en empêche. La création de cette société d'économie mixte nous est présentée comme indispensable. Indispensable pour financer les investissements qui sont évidemment nécessaires. Mais pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Quels investissements?
et avec quelle gouvernance. On est en droit et même nous avons le devoir de poser les bonnes questions. Notre parc de HLM est un champ de ruines. Ce sont les termes employés par le président de cette Assemblée. Un tel patrimoine public ne devient pas un champ de ruines par hasard ou par une fatalité. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, mais il y a eu une mauvaise gestion répétée dans le temps. Mauvaise gestion du temps du centre et de la droite, qui a causé un endettement massif de l'OPAC au nom prédestiné, 273 millions de dettes accumulées et à l'époque une capacité d'autofinancement devenue négative, moins 4,9%. Mauvaise gestion ensuite quand la gauche a pris le relais en restructurant la dette, mais au prix d'un management du personnel à la dure. Et je rêve quand j'entends parler de souffrance au travail, ça n'est pas nouveau, hein, et on en a suffisamment entendu parler dans les années précédentes. Et cela tout en lançant parallèlement des projets immobiliers démesurés. Je pense tout près d'ici à Metz Habitat Territoire qui avait investi au-dessus de Muse 195 000 € l'appartement en disant c'était une opération coûteuse, mais d'ailleurs il ne voulait pas en dire le prix, mais on voulait être présent à Muse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et tout cela au lieu de faire des travaux de rénovation indispensables. Or, où sont-ils les responsables de ces mauvais choix ? Les faits sont têtus. M. Grosdidier n'est pas là, mais il aurait pu demander à ses proches. Moi, je me souviens à Metz, en 2016, du temps de Dominique Gros, de M. Thiel, Mme Colin-Sterlet, Mme Nicolas, pour en témoigner, qui demandaient à entrer au conseil d'administration de Metz Habitat Territoire. Et M. Gros leur répondait, mais la droite y est, puisqu'il y a un des vôtres, il y a le maire de Wapi qui y siège. Et pour la continuité des décisions, M. Grosdidier pourra aussi demander dans son équipe à ceux qui sont issus de cette équipe de Dominique Gros, Mme Agamemnon, Mme Tran qui parlait à l'instant, M. Pitti ou Mme Frisch-Renard qui justement, précisément, va prendre la tête de Metz Métropole Habitat et de la future SEM. Alors, faut-il confier l'avenir de notre patrimoine, 13 000 logements sociaux, aux co-responsables de ce champ de ruines? Moi, j'ai du mal à comprendre, après avoir plaidé pendant des années, afin qu'on réponde au désespoir des habitants qui se sentaient, et je peux parler au présent encore, abandonnés, qui vivent dans des conditions dégradées, qui peuvent se retrouver en situation de handicap physique, avec un ascenseur sans cesse en panne. Vous avez commandé un rapport à un cabinet conseil, je ne sais pas si c'est la méthode McKinsey, mais méfiez-vous, elle ne porte pas forcément bonheur, pour entendre dire qu'il y a eu un manque d'investissement et qu'il y a eu des erreurs d'organisation, la belle affaire. Et à la fin donc, de ce rapport de cabinet de conseil, il y avait justement le conseil d'augmenter les loyers en contrepartie des travaux. Je trouve ça juste indécent, c'est-à-dire dire aux gens, oui, on va enfin faire les travaux indispensables pour votre sécurité physique et pour vivre décemment, mais on va vous augmenter le loyer. C'était du moins les conseils qui étaient donnés. En 2018, lors de la fusion entre les offices, l'office HLM de Metz et celui de Montigny, je me souviens du manque d'enthousiasme des Montigniens qui avaient l'impression de récupérer une situation bien dégradée par rapport à la leur. Et il y avait déjà eu un rapport à ce moment-là, le rapport de l'agence de contrôle du logement social, l'ANCOLS, en octobre 2017, et cela rendait impossible d'ignorer les problèmes existants. Oui, souffrance au travail, 10 millions d'euros d'impayés de loyers accumulés, des dysfonctionnements graves dans l'exécution des marchés publics, et j'en passe. Et c'est à ce moment qu'on a commencé, que certains ont commencé à ouvrir les oreilles, mais on n'a pas entendu de mea culpa pour autant. Chacun va dire évidemment qu'il n'est pas responsable, encore moins coupable de ce champ de ruines, mais justement on en vient à l'objet de cette motion. À force d'empiler des instances, de créer des satellites qui éloignent à chaque fois la décision des élus, on rend le contrôle, on rend la transparence de plus en plus impossible. Voilà pourquoi nous ne soutenons pas la transformation de l'office public de HLM en une société d'économie mixte. Nos priorités, pour finir,
c'est de privilégier les investissements générateurs d'économies. Les travaux d'isolation, la maintenance, la rénovation pour rendre les habitations décentes, pour contenir les charges locatives qui pèsent de plus en plus lourdement dans le portefeuille des habitants et rendre habitables les 11% de logements vacants, c'est énorme, avec une perte de 7 millions d'euros par an pour la collectivité, plutôt que de rafistoler l'ancien, tout en continuant les grands investissements, parfois démesurés, et notamment à Metz. J'en viens à la suite, rééquilibrer l'offre au profit des petites communes. Il faut savoir que 43% de l'offre nouvelle qui a été réalisée dans les années précédentes l'a été à Metz, alors que Metz est déjà saturé. Il y a un effort de démétropolisation à faire. Troisième priorité pour nous, améliorer la gestion des logements afin d'aider les locataires débiteurs à apurer leurs dettes au lieu d'enfoncer les plus fragiles d'entre eux et remettre suffisamment d'encadrement humain pour faire appliquer les règles par tous. Vivre ensemble, je l'entends dire régulièrement, mais vivre ensemble sous la loi des dealers ou des communautarismes, c'est juste un enfer. Et pour terminer, mais ce sera au président de la République ou à la présidente de la République d'en décider, nous sommes très attachés à un principe qui est la priorité d'accès au logement social pour les citoyens français. C'est un réflexe légitime, c'est naturel, puisque ce parc de logements sociaux est le fruit de la solidarité nationale précisément. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci. Je n'avais pas... Madame Zohan-Tran, oui, si vous voulez bien. Je peux juste répondre à Monsieur Marchetti. Voilà, donc je voudrais lever l'inquiétude par rapport au CSE, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Les fonctionnaires ne perdront jamais leurs droits. Il va y avoir donc une rencontre entre les fonctionnaires et les RH de la SEM, ainsi que les RH de Metz Métropole. Voilà, ça va être fait dans les prochains jours. Et dans un deuxième temps, on ne peut pas compter que sur la SEM pour répondre aux problèmes de logement. En général, on vient de signer la semaine dernière le plan de relance par rapport à l'Eurométropole, mais aussi à l'État. Donc, c'est aussi une des solutions apportées à ce problème de logement. Et également, le problème peut être résolu aussi grâce aux différentes actions du renouvellement urbain. Voilà, donc il faut être plusieurs dans cette action qui est générale par rapport à toutes les villes, les grosses villes de France. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions et je veux simplement vous dire que donc la DRH a rencontré les 22 fonctionnaires de l'OPH vendredi, qu'ils ont été rassurés ainsi donc sur leur avenir et en quelque sorte ont le choix entre soit donc avoir un contrat de droit privé avec les avantages qui sont afférents et d'autre part soit un contrat de droit privé et en détachement pour le maintien du statut de fonctionnaire. Donc voilà, je crois que de ce côté-là, je prends un peu, si je puis dire, à nouveau le dossier d'une manière un peu au pied levé, puisque voilà, je préside ce soir. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour répondre aux remarques qui ont été formulées, c'est que lorsque la fusion s'est effectuée entre Metz et Montigny, nous avions eu à cœur d'abord de dépassionner le débat qui était constamment sur la voie publique avec évidemment une stigmatisation forte et surtout des inquiétudes fortes de la part des personnels. Et donc il nous a fallu, et je remercie d'ailleurs celles et ceux qui nous ont accompagnés là-dessus, et en particulier à l'époque mon premier adjoint, Lucien Vetch, qui était président de l'OPH de Montigny, qui est devenu ensuite président de la nouvelle structure, et son directeur, eh bien, nous avons voulu apaiser cette question et rassurer. Et donc, et ainsi préparer un nouveau projet. Et d'une certaine manière, je crois que c'est donc dans cette lancée qu'aujourd'hui nous devons travailler avec cette opportunité, car je ne pense pas qu'il faille appeler cela autrement que donc de pouvoir donc
bénéficier de cette recapitalisation et nul, évidemment, n'ignore le besoin de financement car il s'agit aujourd'hui de mobiliser les crédits tant de la Caisse des dépôts et des consignations que de Metz Métropole. Et ce ne sont pas 10 millions qui sont apportés, mais bien 2 de la part de l'Eurométropole de Metz et 35 millions donc, de la Caisse des dépôts. C'est qui, évidemment, atteste de l'intérêt que nous portons collectivement, en dehors de toute considération, je dirais, polémique ou autre, sur ce dossier-là, et notamment l'intérêt des habitants. Moi, j'avais été choqué, pour ma part, de l'état de certains patrimoines lorsque j'avais été visité, notamment sur le coin de de Bellecroix. Et en tout cas, voilà, nous avons vraiment été résolument, je dirais, engagés sur cette nouvelle compétence qui était la nôtre et sur cette fusion que, c'est vrai, certains regardaient avec une certaine inquiétude. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut maintenant tourner la page et aller de l'avant pour, en effet, eh bien, essayer donc de relever ce défi du logement. Car, en effet, dans ce contexte que nous connaissons, avec ces difficultés que rencontrent un certain nombre de nos concitoyennes, de nos concitoyens, il est indispensable que, notamment, et vous l'avez évoqué très justement, sur la question de la rénovation énergétique, sur la question de la prise en compte donc, de la dimension sociale, nous puissions être aux avant-postes et offrir désormais de nouvelles perspectives sur cette nouvelle structure résultant de la fusion entre l'OPH de Metz Métropole et la SEM, donc Eurométropole Metz Habitat. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, donc nous avons 2 motions. La première, il s'agit donc du projet de traité de fusion entre l'OPH Metz Métropole et la SEM de l'Eurométropole de Metz Habitat. Est-ce qu'il y a des oppositions? 2 oppositions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc ça en fait 9, je crois. Voilà. Sur la motion est adoptée. Sur la deuxième motion, donc s'agissant donc de la création de postes pour le personnel de l'OPH de Metz Métropole, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Donc la deuxième motion est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie et je veux bien, si vous voulez bien, demander au président ainsi qu'à tous les délégués de revenir. Voilà. Donc je repasse le micro à François Grosdidier pour le point numéro 5. Merci. Donc, point numéro 5, qui est le maintien de la commune de Roncourt au Sièquevaux à la suite de son adhésion à l'Eurométropole de Metz. Et donc, je donne la parole à Monsieur Antoine Dor. Merci, Président. Le 20 novembre 2020, la commune de Roncourt, par délibération de son conseil municipal, a exprimé le souhait de se retirer de la communauté de communes du pays de l'Orme, Moselle, CCPOM, et d'adhérer à l'Eurométropole de Metz. Cette procédure est arrivée à terme et a été validée par les services de l'État avec l'apparition d'un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2021, actant l'adhésion de Roncourt à la métropole au 1er janvier 2022. Parallèlement, la CCPOM, compétente en matière d'eau potable en lieu et place de ses communes membres, est adhérente au Sièquevaux, a vu son périmètre d'intervention réduit. Le Sièquevaux a donc subi de la même manière une réduction de son périmètre d'intervention. Souhaitant néanmoins maintenir le territoire de Roncourt dans le Sièquevaux, la métropole a informé le syndicat par courrier en date du 9 novembre 2021. En concertation avec la préfecture, le Sièquevaux a délibéré le 21 janvier 2022 sur une extension de son périmètre d'intervention avec l'intégration du territoire communal de Roncourt et a sollicité par courrier reçu le 31 janvier 2022 l'accord de la majorité qualifiée et de ses collectivités membres dont l'Eurométropole fait partie.
les commissions consultées eau et énergie et bureau. La motion est en conséquence. Merci, Monsieur Dor. Est-ce qu'il y a des questions ou des... Non. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? On vote à l'unanimité donc pour ce point et on passe au 6 qui en découle, la mise à jour des statuts du SIEGVO, et je redonne la parole à Monsieur Antoine Dor. Merci, Monsieur le Président. Par délibération en date du 28 septembre 2021, le périmètre des syndicats des eaux de la région Messine, le CERM, et le syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orme, le SIEGVO, ont été modifiés par le transfert du territoire communal de la commune d'Ars-sur-Moselle du SIEGVO vers le CERM. Cette modification des périmètres a été actée par l'arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2021, avec pour date d'effet le 1er janvier 2022. Suite à cet arrêté, le SIEGVO a délibéré le 21 janvier 2022 pour mettre à jour ses statuts en retirant le territoire d'Ars-sur-Moselle de son périmètre d'intervention. Conformément à la législation, cette décision nécessite l'accord de la majorité qualifiée et de ses membres dont l'Eurométropole fait partie. Les commissions consultées, eau, énergie et le bureau. La motion est en conséquence. Je vous remercie. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, nous passons au point numéro 7, l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Je donne la parole à Monsieur Jean Combel. Il n'est pas là? Si, il est là, il arrive. Laissez-lui le temps de venir jusqu'au micro. Voilà. On s'inquiétait. Ou alors, on peut venir au pupitre autrement, c'est... Voilà. Ouais. C'est peut-être plus simple. L'escalier est de l'autre côté. C'est bien, oui. Oui, c'est bien aussi ça. Bien. Non. Monsieur le Président et vous tous, chers collègues, donc dans le cadre du débat sur les orientations du RLPI, je vous rappelle que pour mémoire, la métropole a pris la compétence planification le 1er janvier 2018. C'est dans ce contexte que le Conseil métropolitain a prescrit en septembre 2020 l'élaboration de son RLPI. Pour rappel, le RLPI est élaboré selon la même procédure que celle qui s'applique au PLUI. Et le débat qu'on vous propose ce soir est l'équivalent du débat sur le PADD que vous avez déjà eu en fin d'année dernière et qui vous est reproposé ce soir suite à l'intégration de Roncourt à l'Eurométropole. Alors nous travaillons maintenant depuis plus d'un an à l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Donc nous en sommes aujourd'hui à la phase 1, diagnostic, définition et orientation, tel que vous le voyez sur le tableau. Comme vous le savez, nous venons d'achever une longue phase d'études et de diagnostic qui a été suivie d'une phase de concertation avec vous les maires ou vos représentants, notamment au sein des ateliers qui sont déroulés en décembre et puis en février dernier, avec les services de l'État, les chambres consulaires, l'ABF, le PNR, le Parc naturel de Lorraine, les commerçants et plus largement les habitants dans le cadre des réunions publiques organisées en février dernier. Nous avons également rencontré les professionnels de l'affichage. Parmi les mesures de concertation, une exposition itinérante du RLPI et bien sûr également du PLUI est en cours. Les dates vous ont été communiquées. De plus, des registres de concertation sont tenus à disposition du public dans chaque mairie et mairie annexe, ainsi qu'à la maison de la métropole. Un petit rappel du calendrier. Donc nous en sommes aujourd'hui le 4 avril, donc c'est le débat sur les orientations. En mai, nous allons avoir les ateliers sur les choix réglementaires. Il y aura un petit changement au niveau de la date, il doit être décalé d'un jour ou deux, mais vous serez tous informés. Les prochaines étapes, donc c'est l'atelier de mai,
le règlement. Réunion de concertation en septembre et arrêt du projet fin d'année, ou tout début d'année 2023, suivant que l'on avance plus vite ou moins vite. Définition des enjeux. Ici. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons pu définir de grands enjeux, puis des orientations qui viennent traduire les besoins et les préoccupations qui ont émané de tout ce travail mené en amont. Donc nous avons des diagnostics en matière de publicité extérieure, tels qu'elle s'affiche sur l'écran. Les enjeux, c'est limiter l'impact paysager, rechercher une harmonisation et une meilleure intégration au bâti, et prévenir les nuisances inhérentes à la pollution lumineuse des dispositifs publicitaires et des enseignes, afin de travailler sur la trame noire. Donc nous allons définir ensuite les orientations et ça se terminera par la traduction réglementaire, zonage de publicité, règles locales, etc. Point numéro 7. Alors rappel des grands objectifs. Définis dans la délibération de prescription. Donc c'est la définition des enjeux vers la construction d'orientations partagées. Donc c'est la base de lancement du projet qui est donc primordial pour la suite. C'est ce qui a donné vie à ce projet. Où les objectifs sont concilier l'activité économique, renforcer l'identité métropolitaine et mieux encadrer le développement des nouvelles technologies et garantir également une cohérence entre le RLPI et le PLUI. Ce soir, c'est une étape très importante de la procédure. Avant de s'engager dans la phase réglementaire de la définition des zonages et des règles locales dans chacun des secteurs identifiés, il est important que chacun d'entre vous puisse s'exprimer sur les orientations qui ont été rédigées dans le document qui vous a été transmis par mail le 1er mars dernier et plus récemment joint au projet de délibération. Donc nous avons donc trois enjeux et 10. Je ne sais pas si vous pouvez voir les couleurs. Donc les couleurs sont le gris vert est la publicité pré-enseigne, le bleu les enseignes et le mauve publicité pré-enseigne et enseigne. Donc les 10 orientations qui sont déclinées en objectifs, comme je viens de vous le dire, déjà présentées en simu le 16 février dernier. Non pas, il y a une petite coquille qui marquait le 16 avril, donc vous savez comme moi que ce n'était pas la bonne date. Ensuite, nous avons donc les observations que vous allez formuler ce soir seront consignées et annexées à cette délibération. Alors, il s'agit bien d'un débat, à l'image du débat sur le PADD du PLUI, aucun vote n'est requis. Mais par contre, il serait intéressant que nous ayons vos réflexions et vos attentes et vos questions. Voilà. Bien. Eh bien, merci Jean Combel. Alors, Madame Bory, Monsieur Roch. C'est tout? Alors, Madame Bory. Monsieur le Président, chers collègues, donc, le principe de l'affichage n'est pas une nouveauté, il existe depuis des siècles. Il a été une magnifique opportunité pour l'art qui a pu s'afficher aux yeux du grand public. Aujourd'hui, il est aussi un outil politique pour faire campagne et diffuser de la propagande. Et même à l'heure des réseaux sociaux, l'affichage reste un moyen important de communication. À l'origine, collée sur les murs dans les lieux publics, l'affiche est maintenant apposée sur des emplacements réservés. Cette situation est certainement le résultat d'une multiplication anarchique de l'affichage tout au long des dernières décennies, qui a amené les pouvoirs publics à le réglementer jusqu'au point de faire de l'affichage sauvage un délit. Il y a bien sûr la question de l'insertion paysagère et de l'abondance, mais il y a aussi la question du contenu de l'affichage et de son rôle dans notre société. Et donc, mon intervention portera sur l'affichage libre. Nous le savons, cet affichage est réglementé. Mais si cette réglementation est respectée par les villes, trop souvent à minima, alors ce n'est pas le cas de la ville de Metz,
Force est de constater que ces espaces réservés sont souvent assaillis par les manifestations commerciales et tenues par des colleurs d'affiches professionnels qui pénalisent et du coup verbalisent bien entendu les associations et les partis politiques et l'action de leurs bénévoles et de leurs militants dont ce n'est pas le métier. Quant aux professionnels, leurs entreprises qui, elles, enfreignent la loi, ne sont jamais inquiétées. Aussi, nous aurions aimé trouver dans ce document des mesures volontaristes susceptibles d'endiguer la pratique de l'affichage sauvage. Or, il n'en est rien, contrairement à de nombreuses villes. En effet, certaines d'entre elles privilégient les panneaux vitrés et sous clé, un moyen de contrôler les affiches en les soumettant à des autorisations préalables. Pour nous, ça, ce n'est pas très libre. Voilà. Tout ça, ce n'est pas très libre. D'autres ont fait le choix de rappeler l'usage de ces panneaux en y inscrivant l'interdiction de tout affichage commercial sous peine de poursuite. C'est ainsi que la ville de Toulon a procédé, et je ne crois pas que ce soit une ville de gauche, et c'est un exemple que nous pourrions suivre dans notre métropole. Sinon, le risque est grand de voir cette réglementation à l'origine protectrice de la liberté d'expression à laquelle, je n'en doute pas, nous sommes toutes et tous attachés, perdre son sens premier. L'équilibre entre la liberté d'affichage et la lutte contre l'affichage sauvage ne doit pas être qu'un débat juridique, mais bien un véritable sujet public. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Bory. Donc, Monsieur Roch. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à remercier les services pour leur travail. À nouveau, nous n'allons pas être en accord avec les documents proposés du fait de leur imprécision, de leur incohérence, mais les services n'y sont pour rien. C'est bien un manque de clarté, un manque d'ambition et de vision claire en matière de publicité qui pousse les services à rédiger des rapports où tout et son contraire peut être lu. Du coup, 5 enjeux, 10 orientations, une vingtaine d'objectifs et presque autant de contradictions ou d'imprécisions. Allez, quelques exemples. Orientation 3. Interdire la publicité dans certains lieux représentant une qualité paysagère. Interdire. Je cite, « Ces zones méritent d'être protégées en y interdisant la publicité. » Puis, 3 lignes plus loin, « Les supports publicitaires doivent y être très limités, en nombre et encadrés de manière stricte. » Monsieur le Président, on interdit, on limite, on encadre dans les lieux protégés. Attendez avant de répondre, ça va se corser. Orientation 7. Autoriser de manière très limitée la publicité dans les zones protégées au titre de la valeur patrimoniale, bâtie ou naturelle, dans le respect des caractéristiques des secteurs concernés. Monsieur le Président, l'orientation 7 va en contradiction directe avec l'orientation 3 et, je cite, « offrant la possibilité de réintroduire certaines formes de publicité en secteur protégé au titre de la valeur patrimoniale. » Alors, Monsieur le Président, on interdit, on limite ou on réintroduit la publicité dans les espaces publics à valeur patrimoniale. Les espaces protégés de la publicité par la loi, dont le rapport parle, peuvent être 2 choses. Le secteur sauvegardé, autrement dit le cœur historique et patrimonial de notre métropole, les espaces naturels protégés, comme le Mont Saint-Quentin, par exemple, autrement dit le poumon vert de notre métropole. Soyons clairs, précis, au lieu de toutes ces contradictions, fermons la porte directement à la possibilité de réintroduction de la publicité commerciale. Nous devons préserver certaines zones de toute intrusion publicitaire, surtout quand ceux-ci peuvent dégrader le paysage, le patrimoine naturel ou historique de notre ville. La plus belle des publicités pour notre ville, rappelons-le, c'est notre patrimoine historique, notre patrimoine naturel. Quand on observe, quand on visite la cathédrale, le centre Pompidou, la gare, quand on passe, ou quand on se balade place Saint-Louis, au Mont Saint-Quentin, ou dans le quartier Outreseille, c'est une fierté de vivre à Metz Métropole. C'est écrit noir sur blanc, et pourtant il n'y a pas grand-chose d'écrit dans ce document. Votre volonté est donc de réintroduire de la publicité dans les secteurs protégés, de porter atteinte à notre patrimoine. L'orientation 9 est un autre objectif important, lutter contre la pollution lumineuse nocturne et son impact sur les espaces de la biodiversité,
qui propose, je cite, la mise en place d'une plage d'extinction nocturne élargie par rapport à celle mise en place par la réglementation nationale, qui, je le rappelle, est d'1 heure à 6 heures, qui conduirait à réduire l'impact écologique des publicités et des enseignes lumineuses et numériques. Allez, je l'avoue, cette fois, on pourrait être totalement d'accord. Avec cette orientation, nous pourrions, chers collègues, nous pourrions être d'accord. Si seulement la plage d'extinction de la réglementation nationale de 1 heure à 6 heures était respectée. Nous avons fait des constats récemment au centre commercial Muse, juste à côté, dont la lumière et les enseignes sont allumées en pleine nuit. Mais je vous invite aussi à passer au centre-ville pour remarquer les nombreuses enseignes lumineuses et les vitrines allumées à 2 heures, à 3 heures, à 5 heures du matin. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est prévu pour faire respecter la réglementation nationale et la plage d'extinction avant de l'élargir? Y a-t-il des actions de promotion de cette réglementation auprès des commerçants? Quand des non-respects sont constatés de manière répétée, des PV, des contraventions ont-ils déjà été dressés? Si oui, combien? Soyons clairs, en matière de publicité, rien n'avancera avec ces orientations du RLPI. L'usage de multiples photos sans aucun contexte pour savoir si c'est ce qui va être privilégié ou non, la surabondance de subjonctifs passés, de subterfuges, ne sont là que pour combler la faiblesse des orientations. Tout et son contraire peut être lu, et cela marque clairement un manque de vision claire en matière de réglementation de la publicité. Mais tout cela est visiblement assumé par la majorité de la métropole. Aucune obligation, aucune prise de décision qui pourrait en gêner certains au détriment de la qualité du paysage. En somme, surtout ne rien faire, surtout ne rien changer. Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais, après un diagnostic et des orientations qui ne sont clairement pas à la hauteur, voir dans le futur règlement une véritable politique de limitation de la publicité dans l'espace public. Au lieu du non-choix qui est fait dans les orientations, celui de ne rien faire et de laisser le paysage se remplir de 4x3 et d'enseignes lumineuses, cela au détriment de la qualité de notre paysage, au détriment de la qualité de vie des habitants de notre métropole. Je vous remercie. Bien. Alors, Madame Bory, je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas la métropole qui met en œuvre les mesures de police. Vous avez raison d'insister sur le fait que nous devons les faire respecter. C'est aux municipalités, aux polices municipales de le faire, aux autorités municipales. Je vous rappelle quel est l'exercice que nous faisons là, qui va être de réglementer les emplacements, les formes, la luminosité des enseignes publicitaires sur le territoire. Après, la mise en œuvre relève des municipalités. Alors, s'agissant de Metz, nous avons eu le débat à une autre occasion, et d'ailleurs, M. Roch revient aussi sur ce sujet. Je remarque quand même que là, il n'y a aucun problème pour faire de la répression des commerçants. Quand il s'agit de réprimer les délinquants, vous me trouvez toujours trop répressif. Parler des gens du voyage, je le suis aussi. Mais quand il s'agit des commerçants, là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. Bon, effectivement, nous souhaitons qu'ils respectent les interdictions de maintien des enseignes lumineuses à certaines heures. Donc, déjà des consignes ont été passées, je les rappellerai. Nous faisons prévaloir à bord l'information, la prévention, et au bout d'un certain nombre de rappels, effectivement, il pourra y avoir répression. Bon, mais je le redis, ce n'est pas l'objet de ce règlement qu'il s'agit d'adopter à la métropole. Alors, Monsieur Roch, là, vous êtes comme toujours dans la caricature. Osez dire que vous dénoncez, je vous cite, notre volonté de réintroduire la publicité en secteur sauvegardé ou de porter atteinte au patrimoine, c'est juste simplement grotesque. Donc là, dans la définition et des enjeux, effectivement, est rappelé tous les champs du possible. Mais non, mais je vous ai entendu, ça ne sert à rien de faire des grimaces et de lever les bras au ciel. Non, mais dire que nous avons volonté de réintroduire, nous faisons de façon massive. Je voudrais simplement vous dire, et ce qui vous échappe complètement,
que chez nous, ce n'est pas blanc ou noir. Vous dites, il y a des contradictions. Oui, bien sûr, il y a des contradictions. Oui, bien sûr, il y a des contraintes contradictoires. Et qu'il s'agit, lorsqu'on fait un règlement de publicité, comme d'ailleurs, comme on fait un plan local d'urbanisme, c'est un travail de dentelière. C'est-à-dire que ça se fait commune par commune, quartier par quartier, site par site, et que rue par rue, et que place par place, et que ce qui est admissible et même souhaitable à un endroit, y compris sur un secteur sauvegardé où on voudra une enseigne très limitée, qui aura une vraie, qui répondra même à une nécessité fonctionnelle. On ne le voudra pas ailleurs sur le secteur sauvegardé. Et donc, il s'agit vraiment de faire ce travail de dentelière, tout en nuances, tout en précision, en tenant compte du réel. Mais effectivement, ce n'est pas votre façon tellement idéologique et binaire d'appréhender les choses. C'est ce qui nous écarte complètement, ce qui nous éloigne complètement, et vous verrez bien à quel point ce travail de précision sera fait, et on améliorera certainement la protection et la valorisation de notre patrimoine à l'issue de ce PLUI, bien davantage qu'il ne l'est aujourd'hui, y compris d'ailleurs sur le secteur de Metz. Sur ce, nous passons au vote. Pardon, oui, monsieur le rapporteur. Oui, Président, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Juste on présente les orientations, effectivement. Je voulais juste redire que ce sont des orientations. Et que le travail va commencer maintenant. Alors, je ne vais pas être gentil, je vais dire juste une petite chose. C'est qu'il y avait des réunions publiques. Je vois que ça vous intéresse tellement que c'est pour ça que vous n'êtes pas venus. Merci. Bien, ben j'espère qu'on assistera à la contribution de chacun au moment de l'élaboration, parce que l'élaboration commence maintenant. Il s'agit d'un véritable travail, dit de dentelière, qui ne fait que commencer, et dans lequel, effectivement, on a rappelé tous les champs des possibles. Bien, alors on passe au point numéro 8, qui est l'élaboration du PLUI. Il s'agit du deuxième débat sur les orientations du PADD suite à l'intégration de la commune de Roncourt. Et je passe la parole à Henri Hasser. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, il ne s'agit pas ce soir de redébattre entièrement du PADD, puisque nous l'avons fait longuement le 28 septembre de l'année passée. Il s'agit de reprendre quelques éléments de ce PADD pour procéder à l'intégration dans notre document de la commune de Roncourt. Et Monsieur le maire de Roncourt, Monsieur Postera, nous dira quelques mots d'ici quelques instants. Je rappelle que ce PADD, c'est un des éléments constitutifs de notre PLUI, que c'est un document qui reste évolutif et qui va encore évoluer au cours des semaines et des mois qui viennent. Il sera définitivement arrêté en même temps que l'arrêt du PLUI, c'est-à-dire à la fin, normalement, si tout va bien, de l'année prochaine. C'est un document dont tout le monde a été destinataire, hein, nous en avons fait état. Je rappelle que ce document, il est public, il est à la disposition de tout un chacun. Il est également présent sur le site Internet et de la métropole et du PLUI de la métropole, qu'il a fait l'objet de présentations en 6 réunions publiques qui ont réuni pas mal de monde et au cours desquelles on a pu s'apercevoir, vu la, comment dirais-je, la qualité et également l'énergie de certains débats, que c'est un document qui ne laissait pas tout à fait indifférents nos concitoyennes et nos concitoyens, et c'est tant mieux. Je voudrais en profiter pour faire un rapide point sur le PLUI, vous dire qu'aujourd'hui, le travail continue avec l'obligation, bien sûr, d'intégrer un certain nombre de nouvelles législations, et je pense notamment à la loi climat-résilience qui nous oblige à des efforts considérables sur les zones, sur certaines zones constructibles. Il s'agit de les réduire, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble de mes collègues maires d'avoir permis que nous soyons en capacité d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés par l'État, qui nous seront fixés par le SRADET et qui nous sont fixés par le SCOT. Je voudrais aussi rappeler qu'aujourd'hui,
Il s'agit pour nous de poursuivre le travail sur à peu près 150 orientations d'aménagement et de programmation qui vont constituer en quelque sorte le squelette de notre PLUI, des OAP nouvelles qu'on sera peut-être obligé de prendre en compte. Je pense notamment au débat qui commence à pointer entre les partisans d'une agriculture qui doit participer à la création ou à la fabrication de gaz, et puis les partisans d'une agriculture qui est là exclusivement ou prioritairement pour nourrir nos concitoyens. Il y aura sans doute quelques aménagements à faire et on y travaille. Il y aura bien sûr un travail qui va se faire dès la semaine prochaine sur les différentes strates de la métropole. Et je rappelle donc que ce document sera finalisé en même temps que l'arrêté de notre PLUI, c'est-à-dire la partie graphique et la partie réglementaire des documents qui font la vie de nos communes et la vie de notre urbanisme au quotidien. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je souhaiterais que notre collègue, M. Postera, puisse nous donner son avis sur l'intégration dans notre PADD des préoccupations de sa commune, notamment, et c'est important de le dire pour la commune de Raucourt, en matière de risque de dégâts miniers. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, alors je voulais tout particulièrement remercier M. Hasser pour cette présentation et les modifications apportées dans le projet d'aménagement et de développement durable, afin de marquer notre arrivée au sein de l'Eurométropole, mais également de la démarche d'élaboration du PLUI. La commune de Raucourt a bien reçu le document relatif au PADD. Mes conseillers et moi-même avons pu prendre connaissance pleinement. Étant donné que notre avis n'est pas obligatoire pour le vote de ce soir, j'ai sollicité les services de l'Eurométropole pour une réunion de présentation courant avril, afin d'avoir le temps d'échange plus spécifique. Vous êtes bien entendu le bienvenu si vous voulez vous joindre à nous, M. Hasser. Concernant le PADD, au-delà des intégrations spécifiques qui ont été faites en lien avec notre patrimoine minier, dans deux des ambitions du PADD, la commune de Raucourt se trouve aussi, par exemple, dans l'ambition 2, telle qu'elle a été rédigée initialement, puisque nous sommes une commune de plateau avec des enjeux naturels et agricoles importants. La modération de la consommation foncière est également un enjeu pour nous dans cette ambition et j'espère avoir contribué à l'effort de sobriété foncière de l'Eurométropole, en limitant au maximum mon projet d'habitat en extension dans le cadre de la révision à venir du PLUI. En effet, j'ai une ancienne friche minière à traiter avant d'y recourir pendant ce mandat. Par ailleurs, notre commune est aussi pleinement concernée dans l'ambition 3, une métropole humaine et de proximité, tant pour l'encouragement de la haute qualité paysagère des nouveaux projets d'aménagement qui nous semblent être de bon sens, notamment en transition avec les milieux agricoles. En intégrant les trames paysagères et en préservant les points de vue, le souhait de renforcer le développement des transports collectifs ou encore les mobilités douces nous paraît là aussi essentiel afin que la commune soit pleinement connectée à un territoire de l'Eurométropole. Alors, je ne pense pas avoir des attentes différentes que mes autres collègues. J'aspire à ce qu'il fasse bon vivre dans mon village et à ce que je puisse accueillir de nouveaux habitants pour ceux qui le désirent et de permettre le maintien de mes équipements et de mon école, tout en permettant de garantir un environnement naturel de qualité. Nous sommes donc parfaitement en accord avec le travail mené jusqu'à ce jour. Merci. Merci, Monsieur Postera. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Bon, écoutez, s'il n'y en a pas, nous prenons acte. Il n'y a pas de vote sur ce point. Donc, le point numéro 9, c'est la modification du règlement et l'actualisation des régimes indemnitaires pour les personnels métropolitains. Je donne la parole à Monsieur Defoe.
Monsieur le Président, chers collègues, la délibération que je vous propose ce soir comporte 4 propositions. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Un simple rappel pour commencer. Depuis le 1er janvier 2018, l'Eurométropole de Metz a mis en œuvre le RIFSEC, le nouveau régime indemnitaire. Et dans le cadre de la réflexion sur la politique salariale de la collectivité, l'Eurométropole souhaite faire évoluer ce régime indemnitaire du personnel et procéder notamment à l'harmonisation avec les agents le régime indemnitaire de la ville de Metz. Dans un premier temps, il est proposé de revaloriser l'IFSE des catégories C1, C2, à raison pour les C1, C2 les agents qui ont un rôle de manager de proximité, d'accorder un montant de 15 € supplémentaires qui fera passer leur IFSE, c'est-à-dire l'indemnité qui est perçue chaque mois, de 230 à 245 €. Pour les catégories les moins favorisées, c'est-à-dire qui n'ont pas de rôle d'encadrement, c'est de leur accorder une augmentation de 50 € qui fera passer leur indemnité mensuelle de 175 à 225 €. C'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est de tenir compte de la cotation des postes pour déterminer le montant du régime indemnitaire. C'est-à-dire que dans un poste, il y a le grade et il y a la fonction. En principe, on s'attache au grade, mais on pense qu'il est bien de prendre en compte les deux et de s'en tenir aussi, de prendre en compte la fonction. C'est la deuxième mesure que nous vous proposons. La troisième mesure, c'est par rapport aux gens de la filière culturelle et en particulier les professeurs d'enseignement artistique qui n'ont pas de matériel informatique mis à disposition par la métropole pour des raisons qui ont été discutées avec eux, et il est préférable de leur accorder chaque année une subvention de 176 € destinée à leur propre équipement informatique. Et la quatrième proposition, c'est de valoriser les compétences de nos personnels, en particulier les agents qui sont dits tuteurs des emplois aidés, en leur versant annuellement sur le mois, mais chaque fois par an, à raison de 50 € par jour, où ils auront été amenés à former des jeunes. Et les deuxièmes agents, c'est les formateurs internes, c'est-à-dire nos propres agents qui vont former de nouveaux agents dans les services, qui sera aussi payé en fonction du nombre d'heures qui leur auront été accordées. Comme vous pourrez le constater, le coût de toutes ces propositions se monte quand même à 435 000 € sur une année pleine. Voilà les 4 propositions que je vous propose ce soir. Merci. Bien, merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'en a pas. Bon, je veux simplement ajouter que j'ai souhaité ce coup de pouce, j'allais dire social, aux catégories de salariés les moins rémunérés, qui n'avaient d'ailleurs pas eu d'augmentation du point d'indice depuis la crise financière de 2007-2008, sauf, je crois, une fois sous la présidence Hollande, et encore, ça avait été une très faible augmentation de 0,6%, donc sur plus d'une décennie. Bon, alors j'en ai pris l'engagement vis-à-vis de nos salariés juste avant l'annonce de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique, qui a été décidée très récemment. Je ne pense pas que ce soit en raison du contexte électoral, mais en tout cas, ça a été décidé, mais que même les deux se cumulant ne rattraperont pas ce qui a été perdu sur le pouvoir d'achat des salariés de la fonction publique territoriale. Et donc, ça me paraît parfaitement légitime, même si ça représente tout de même un effort pour notre collectivité qui reste raisonnable et qui ne déséquilibrera pas
notre budget, mais c'était tout de même difficile d'aller au-delà. Voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie pour eux. Le point numéro 10, c'est la désignation d'un membre dans une commission thématique. Donc, proposons de désigner M. Claude Bébon, conseiller municipal de la commune de Sichazel et qui n'est pas membre de notre conseil métropolitain, de participer à titre consultatif à la commission des déchets. Est-ce que quelqu'un vote contre? Pas d'abstention non plus. Donc, il est élu à l'unanimité. Ensuite, le point numéro 11, ce sont les communications des délibérations prises par le bureau, donc sur délégation du conseil métropolitain. Il n'y a pas de vote, elles vous sont toutes communiquées. Le point numéro 12 est la communication des décisions de l'exécutif. Il n'y a pas de questions. Eh bien, il n'y a pas de point divers. Je lève la séance et vous souhaite une bonne fin de soirée.